Depuis qu'il y a Mohamed VI, on pense qu'on va faire un pas vers la modernité. Mais au fait, on ne le voit pas vraiment ce pas, même pas ce demi-pas ou ce quart de pas, parce que tout va au ralenti, malheureusement, ici au Maroc. Il y a un certain nombre de blocages dans la société marocaine, de verrous qu'il s'agit de faire sauter, ou des portes qu'il faut ouvrir, entrouvrir, voire défoncer. Je crois que la volonté, elle est clairement là, et après, c'est une question de méthode. Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouve qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. Avant, on avait peur du roi, maintenant on a peur pour le roi. Hassan II a régné durant plus de 40 ans d'un pouvoir sans partage. Son fils, Mohamed VI, descendant d'une dynastie alaouite vieille de près de 4 siècles, est monté sur le trône en juillet 99. Il a hérité d'une monarchie désormais guère contestée, et ce d'autant plus qu'il semble inaugurer un nouveau style de règne. Franchement, ce roi, il assure à fond. Depuis qu'il est arrivé, le Maroc l'a beaucoup changé et c'est excellent. De temps en temps, il y a le roi qui se balade tout seul dans la rue. C'est-à-dire que c'est pas comme le roi, à chaque fois il bloquait toutes les ruelles et tout pour qu'il passe. De temps en temps, il bloque les ruelles, il passe. C'est beaucoup mieux. C'est un signe qu'en fait, il est plus révolu que l'autre, que Hassan II. Mohamed VI est parvenu à se forger une popularité tenant avant tout à son image de jeune roi proche de son peuple. Il a révoqué le harem, il n'habite pas le palais mais sa résidence privée et conduit sa propre voiture. Tout cela contribue à fonder l'image d'un roi accessible que les Marocains appellent affectueusement M6. Mohamed VI, qui cultive l'image d'un jeune roi branché, a placé les premiers mois de son règne sous le signe de la réconciliation des Marocains avec leur passé. Mohamed VI a profité des blocages d'Hassan II à la fin de son règne en pouvant très rapidement opérer un changement de style en libérant des opposants, en faisant revenir des exilés et des adversaires symboliques comme Abraham Serfati, la famille Ben Marka. Au fond, il peut tout de suite capitaliser à partir de là un ensemble de sympathies larges, internes et externes, qui lui a été au fond facilité. Je me demanderais à la limite, consciemment peut-être, par son père. Voici tout de suite les premières images de l'arrivée d'Abraham Serfati au Maroc. Abraham Serfati est arrivé donc ce soir à l'aéroport de Rabat-Salé. Abraham Serfati, opposant marxiste, a été emprisonné au Maroc pendant 17 ans, puis exilé en France pendant près de 10 années. Hassan II avait fait du cas Serfati une affaire personnelle. Aujourd'hui, Abraham Serfati est conseiller auprès de l'Office national des pétroles. Dans la période précédente, en gros depuis juillet 1994, au décès de Hassan II, nous étions dans une période de transition très ambiguë, où il y avait des pas vers la démocratie, mais le noyau dictatorial du système persistait centralement. Mais
le progrès a été davantage marqué avec l'avènement au trône de Mohamed VI dans les 18 mois écoulés. Autre geste symbolique du début du règne de Mohamed VI, le retour de la famille de Ben Barka, opposants enlevés et assassinés en 1965, et la création d'une commission d'indemnisation des victimes de la répression. Nous avons conscience que nous demandons des excuses à un État dont le chef est l'héritier de l'ancien. Il est à noter que le Maroc est le seul pays qui a abordé ce dossier des droits de l'homme, ce dossier des violations graves des droits de l'homme, alors que le régime n'a pas changé fondamentalement et alors que c'est une dynastie héréditaire. Mohamed VI se devait de frapper fort. En arrivant sur le trône, il a limogé l'une des figures emblématiques du règne de Hassan II, le ministre de l'Intérieur Driss Basri. Accusé de nombreuses tortures et disparitions, Basri représentait la tête de l'appareil policier. Une grande partie de l'intelligentsia marocaine ne voulait pas que Driss Basri parte. Parce qu'il y avait cette espèce d'atmosphère, il y avait cette espèce de, comment dirais-je, d'idées un peu confuses, qui étaient difficiles à verbaliser, qui était que ce roi est nouveau, il ne maîtrise pas encore les rouages de l'administration marocaine, ni même les rouages, pour être encore plus précis, du sécuritaire marocain. Et que Driss Basri, qui, après tout, a été un serviteur très fidèle de Hassan II et donc de la monarchie, peut très bien servir ce roi-là et lui permettre donc une transition en douceur. Et je me rappelle qu'au lendemain de la mort de Hassan II, plus personne ne demandait le départ de Driss Basri. Et que le roi, en décidant le limogeage de Driss Basri, a pris pas mal de gens de court. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse en réalité. Pour autant, le système et les hommes restent en place. On n'a jugé ni condamné personne. Concernant le problème de l'impunité, l'élément essentiel est là, effectivement. C'est que des très hauts responsables sont toujours là, sont au niveau, disons, exécutif et qui entravent toute démarche qui va vers la vérité. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changement. Alors, rupture ou continuité par rapport à Hassan II? S'il est indéniable que Mohamed VI a introduit des éléments de changement, il ne s'agit pas, avec son arrivée sur le trône, de l'avènement d'un nouveau régime. Pour preuve, ses conseillers sont issus à la fois du cabinet de Hassan II, mais aussi du cercle rapproché de ses codisciples du Collège royal. Peut-on dire que la succession est véritablement consommée? Certains en doutent, tant l'ombre de Hassan II continue de rôder dans les arcanes du palais. Le Maroc connaît des difficultés économiques structurelles. Si une nouvelle politique n'est pas rapidement mise en œuvre, la situation de plus de 30 millions de Marocains va s'aggraver. Le pays ne dispose pas de pétrole. L'économie dépend essentiellement de l'agriculture. Le maréchal Lyotet disait en son temps au Maroc, gouverner c'est pleuvoir. La pauvreté augmente. On compte aujourd'hui plus de 6 millions de Marocains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 2 fois plus qu'en 91. Le
Le roi des pauvres, comme l'a baptisé la presse, organise régulièrement des distributions de nourriture aux plus démunis. Pour réduire les inégalités sociales, Mohamed VI est contraint d'ouvrir son pays aux investisseurs étrangers qu'il reçoit en personne. Le Maroc reste peu industrialisé et doit parier désormais sur le secteur des services. I think it's a good partnership. Well, it's been good. As far as we're concerned, it's been very good. In North Africa, what are the countries that in which you are concerned? L'État cherche à se financer comme il peut. Il compte ainsi profiter de la manne récupérée par la vente de licences de téléphone mobile. Les fonds ainsi récoltés seront affectés pour 50% au budget de l'État et pour le reste au fonds Hassan II qui finance la politique sociale du pays. Célibataire de 23 ans, Iman vit seule dans un studio à Casablanca, ce qui est rare au Maroc. Elle a suivi pendant 3 ans des études de communication, mais comme 25% des jeunes Marocains, elle est aujourd'hui au chômage. Fille de militaire, Iman peut se permettre, à défaut de projet d'avenir, de tuer le temps dans un cybercafé ou dans les bars branchés de Casa, capitale économique et culturelle du pays, où les velléités de changement sont les plus affirmées. Si les gens placent leurs espoirs dans Mohamed VI, donc notre roi, c'est parce qu'il est jeune et surtout qu'il est nouveau. Donc Hassan II est parti, il y a un nouveau roi qui arrive, donc on s'attend à du changement, on s'attend à quelque chose de nouveau, on s'attend à ce que le roi, le défunt Hassan II, ce qu'il n'a pas fait, on s'attend à ce que Mohamed VI le fasse. Mais on ne sait pas s'il va le faire ou il ne va pas le faire, mais on a toujours l'espoir, on a envie de savoir qu'en étudiant, on va trouver du travail. On a envie de savoir qu'en marchant dans la rue, on va nous respecter, qu'on soit femme ou homme. On a envie qu'ils sentent, au fait, tout simplement qu'on est là, qu'on existe. C'est nous le peuple, c'est nous les jeunes. Le roi Mohamed VI est manifestement, d'après toutes ses déclarations et son action, un homme de progrès et de modernité. Dans le sens d'ailleurs que rejoignent non seulement les hommes de la gauche marocaine, mais les hommes d'affaires marocains qui veulent le progrès et la modernité du Maroc, qui veulent en finir avec les systèmes d'exploitation féodale du Maroc. Amin Alami, 38 ans, a effectué ses études d'économie à Paris. À l'inverse des 10% de diplômés marocains qui restent à l'étranger à l'issue de leurs études, Amin est rentré au pays. La fuite des cerveaux est une des préoccupations majeures des dirigeants marocains. Amin, qui dirige depuis 1992 une banque d'affaires, a été nommé président de la bourse de Casablanca entre 1995 et 1998. En 3 ans, il a fait passer la bourse de la préhistoire aux meilleurs standards internationaux. Il espère que sous la conduite de Mohamed VI, l'économie marocaine suivra le même chemin. Il faut bien comprendre que nous sommes inscrits sur un sentier de croissance d'à peu près 3% depuis 15 ans. Et que ça fait 15 ans que nous cherchons à changer de ce sentier de croissance. Pour relever les différents défis sociaux que nous avons au Maroc, notamment celui de l'emploi et celui de l'éducation, il faut créer de la richesse. Pour ça, il faut une croissance de 8%. Or, tout le monde sait que nous devons atteindre ce palier de croissance, mais on a tous le sentiment qu'on ne se donne pas les moyens de l'atteindre. Alors, on a le sentiment de la lenteur, le sentiment d'un manque de gouvernance, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises ou au niveau de l'administration, pas beaucoup de transparence, et finalement, pas tellement le culte de la performance. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que l'ensemble des opérateurs économiques se remettent en ordre de marche. Même référence, achat 2,34. Bon, les brassiers, on vend à 1250, dernière seconde. Hein. Seb, la demande est à 1200. Hein. Tu laisses venir. Le problème majeur du Maroc reste le chômage qui touche 1/4 de la population urbaine. Seuls 50% des hommes et 30% des femmes sont alphabétisés.
projet de société que nous avons construit est plutôt performant, le fait que nous ayons terminé le siècle avec un chômage urbain supérieur à 20% montre que nous n'avons pas rempli, en tout cas pas suffisamment, le contrat qui est le nôtre. Sa Majesté Mohamed VI n'en a pas fait mystère. Dès qu'il est arrivé sur le trône, il s'est fixé comme objectif d'accélérer la croissance en privilégiant l'emploi. Pour sortir de cette équation, il faut que, de façon impérative, on gagne 1,5 point à 2 points de croissance en moyenne par an dans les 10 ans qui viennent. Contrairement à son père, qui intervenait fréquemment dans les médias, Mohamed VI ne communique que par des discours et des bains de foule. Depuis 2 ans qu'il est chef d'État, il n'a donné aucune interview à un grand média audiovisuel national ou étranger. À chaque fois, moi j'ai été avec des gens lors des soirées ou dans des maisons fermées, même pas dans des cafés. On a commencé à parler politique, on a commencé à parler du roi, on a commencé à parler de cela et de ceci. Même pas des trucs très sensibles, juste à se dire, tiens, on se demande est-ce que le roi s'est marié. On disait, il faut pas en parler, les murs ont des oreilles et tout ça. On n'arrive pas, mais on a envie de savoir. On a envie de savoir pourquoi, depuis qu'il est roi, il s'est pas marié. Est-ce qu'il s'est marié ou il s'est pas marié? Est-ce qu'il a des gosses ou il a pas des gosses? Ça reste toujours des choses secrètes. Parce que c'est pas un président, c'est un roi. Mais qui est donc ce jeune roi vers qui tous les regards se tournent et que les Marocains semblent si peu connaître? Mohamed VI est né en 1963, 1 an après la naissance de la princesse Leila Myriam. Suivront une fille et un second fils. Programmé dès sa plus tendre enfance pour régner un jour, il a 11 ans lorsqu'il descend la passerelle de l'avion qui le conduit à Paris, où il représente son père aux funérailles de Georges Pompidou. À 17 ans, il effectue sa première grande tournée à l'étranger qui le conduit à rencontrer des chefs d'État africains. Comme tous ses ancêtres, Mohamed VI a effectué ses études au Collège Royal. L'institution du Collège Royal n'est pas nouvelle. Les rois ont toujours été élevés avec les enfants du peuple. C'est dans ce sens que le Collège Royal n'est pas une institution élitiste socialement, elle est par le mérite. On pourrait trouver un enfant d'un ministre côtoyer un instituteur. Moi-même, je viens d'une région lointaine, fils d'instituteur, et j'ai pu donc faire mes études au Collège Royal. Sa Majesté a fait ses études avec tout un chacun parmi les Marocains à la faculté de droit à Rabat. Il n'a pas fait ses études à Paris ou à Boston ou ailleurs. Il a fait ses études au Maroc. Son père, avec qui il entretient des relations passionnelles, l'envoie compléter sa formation à Bruxelles aux côtés de Jacques Delors, président de la Commission européenne. Les membres du jury, mesdames, messieurs. Le prince héritier soutient alors sa thèse de docteur en droit à l'université de Nice. Il choisit de traiter de la coopération entre le Maghreb et l'Union européenne. Résultat, mention très honorable. Seigneur, il me reste une dernière chose à dire. C'est de vous prier, si vous y consentez, bien entendu, à revêtir la toge qui est l'insigne de votre grade. On a l'impression que dans la période de la fin de son règne, quand Hassan II refuse toute évolution, mais crée un petit peu à l'image de Franco en Espagne, les conditions qui vont permettre, dans une phase suivante, d'opérer un changement social et politique important, il n'associe pas du tout son fils à cette expérience. En dehors de la coordination des armées dont il avait la charge, le prince héritier n'avait jamais eu à gérer de véritables dossiers. Il a reçu en héritage une situation politique en demi-teinte, à mi-chemin entre féodalisme et démocratie. À
Arrangées en 1997 par Hassan II, les élections législatives ont conduit pour la première fois depuis 1960 à la formation d'un gouvernement socialiste qui sera reconduit par Mohamed VI. Opposant socialiste, Abderrahmane Yousoufi a connu la prison et l'exil avant d'être nommé Premier ministre par Hassan II en 1998 à la faveur de l'alternance. Notre parti a participé au changement de règne, à la transmission du pouvoir entre feu Hassan II et Mohamed VI. On a administré la preuve à tout le monde qu'il n'y a pas de problème institutionnel au Maroc, que la monarchie est la clé de voûte de notre système, mais nous formons ensemble l'exécutif du pays. Lorsque le souverain se comporte comme chef de l'État, il fait une politique. Le gouvernement, il est le sien. Quelle que soit sa couleur politique, ce gouvernement est responsable devant le Parlement et devant le roi. C'est inscrit dans la Constitution. Ça s'applique aussi à la gendarmerie. Au Maroc, le roi règne et gouverne. Qui du roi ou du Premier ministre décide? Difficile de répondre à la question puisque palais et gouvernement déclarent agir à l'unisson. Ils ont donné comme explication l'installation les bornes satellites, enfin, une explication assez vaseuse. Le Bal Hassan Midawi a évoqué le sujet avec lui. Il a répondu qu'il n'était pas au courant. On ne sait pas qui décide quoi, qui fait quoi. C'est le flou, c'est l'incertitude, et cela se traduit par des hésitations, des atermoiements, voire des contradictions dans la gestion de dossiers comme ceux de l'interdiction des journaux en janvier 2001. Nous vivons actuellement dans ce que j'appellerais une période grise. Nous étions dans le noir, nous sommes dans le gris maintenant, ce que les latino-américains appellent une démocrature. Avec la précision que si du temps de Hassan II, on avait réellement une démocrature au sens de la composante dictatoriale jusqu'au sommet de l'État, maintenant la lutte entre les deux tendances se situe au sein même du pouvoir. La presse bénéficie aujourd'hui d'une liberté de ton indiscutable. Les unes évoquent fréquemment des affaires de corruption, préoccupation majeure de tous les réformateurs. Le Maroc a longtemps vécu dans une économie qui favorisait l'opacité et le clientélisme. En conférence de rédaction, Aboubakr Jamaï prépare avec ses journalistes la sortie du prochain numéro du journal. Il dénonce aujourd'hui le versement par une entreprise semi-publique de bénéfices indus. Il y a eu distribution de bénéfices qui n'ont pas été dégagés pratiquement. Il y a des cas... Au niveau de la mauvaise gestion de ce dossier. Les experts comptables sont aussi dans le coup, les commissaires aux comptes. Un administrateur te dit, moi j'ai approuvé des comptes que je n'ai pas vus. En fait c'est ça ce qu'il te... Quand il te dit j'approuve des comptes, c'est pas un jeune diplômé d'une école de commerce. C'est l'un des plus grands patrons de l'histoire de ce pays. Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait très allègrement critiquer des responsables politiques et ne pas critiquer des responsables économiques. Je veux dire, ils sont autant responsables de ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Et je crois qu'il est sain qu'on puisse remettre en question les qualités de gestion de gens qui, de par leurs décisions, ont un impact direct sur la vie des Marocains et de nos lecteurs en général. Revers de cette liberté nouvelle, Aboubakr Jamaï voit son journal suspendu en janvier 2001 comme deux autres titres. Raison officielle, ils avaient mis en cause le parti du Premier ministre dans les complots contre Hassan II au début des années 70. Raison officieuse la plus souvent citée, ces journaux avaient fustigé le maintien à leur poste de responsables impliqués dans les affaires les plus sombres du règne de Hassan II. Autorisés à nouveau quelques semaines plus tard, ces journaux continuent de porter sur la place publique les scandales de ce que certains appellent l'économie mafieuse.
Mohamed VI, en arrivant sur le trône, avait longuement insisté sur le civisme, l'intégrité et l'éthique. Des mots, rien que des mots, pour une jeunesse qui ressent la corruption comme le signe de la crise morale qui affecte le pays. Je me rappelle un jour, je venais à peine d'avoir mon diplôme. Et en fait, j'avais pas brûlé le feu rouge, mais c'était le feu orange. Et donc le flic était têtu, il me disait non, t'as brûlé le feu rouge. Alors je dis bon, maintenant j'ai brûlé le feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah écoute, c'est à toi de voir, qu'est-ce qui se passe? Je dis bah vas-y, dis-moi, c'est toi le flic, c'est moi qui suis fautive et tout. Et il me dit bah tu penses, je sais pas, j'ai envie de boire ce soir et tout. Je dis quoi, t'as besoin de bière? Il me dit ouais. Je dis quoi, 1, 2? Il me dit ça va pas, non, 12. Je dis quoi? De la corruption, il y en a partout. C'est vraiment, c'est un pays de corruption. On a besoin d'un papier pour administratif ou n'importe quoi. Bon, ben, en faisant passer un petit peu d'argent par-ci par-là, ben, on ira beaucoup plus vite que si on passe toute la journée, même si ce n'est pas toute la semaine ou tout le mois, quoi. Le commun des mortels est confronté à la corruption sous une de ses formes, qui n'est pas celle des marchés publics, qui n'est pas celle de la distribution des prébendes, qui n'est pas celle des possibilités de taxer de manière indue à la douane, mais qui est celle du quotidien où, entre toute personne et ses droits élémentaires à avoir des papiers, à inscrire ses enfants à l'école, à faire soigner sa famille, il y a la pratique de l'extorsion. Donc ce sont des choses qui concernent tout un chacun quotidiennement. Et on peut noter que des formes de résistance à l'extorsion ont commencé à apparaître de la part de jeunes, mais la tendance fondamentale reste que l'extorsion reste une pratique extrêmement étendue. Qu'elle vienne du palais ou du gouvernement, la volonté d'éradiquer la corruption est largement médiatisée. Mais dans les faits, aucun projet sérieux n'a abouti. Exemple, la structure devant recueillir les plaintes des victimes de la corruption n'a jamais vu le jour. Les gens sont désabusés parce que on tient un discours sur la corruption, hein, et on risque aujourd'hui la banalisation du discours concernant la lutte contre la corruption. Le 12 octobre 1999, Mohamed VI en appelle à la définition d'un nouveau concept d'autorité. Il s'agit d'introduire davantage d'équité et de supprimer l'arbitraire dans les relations entre l'administration et les citoyens. Mais Mohamed VI peut-il réformer en quelques mois un système féodal, le marzen, fossilisé depuis des décennies? Cette particularité se traduit par une relation de soumission assumée par tous les Marocains. Le marzen renvoie également à une forme de pouvoir. Il est représenté aujourd'hui par les fonctionnaires royaux de l'administration territoriale. Un système qui rentre en contradiction avec la démocratie représentative naissante. Si vous allez dans leur campagne, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens vous diront il n'y a plus de marzen dans ce pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité pour faire l'ordre. Et quand vous viendrez chez les intellectuels, ils utiliseront le concept de marzen pour désigner tout ce qui est répressif. Si vous faites une lecture de la législation marocaine, etc., vous allez trouver que c'est bon, que finalement, à part quelque chose qui peuvent être perçues comme secondaires, on n'a pas grand-chose à envier. Mais dans la pratique, alors la pratique, c'est une administration qui a hérité des réflexes, des comportements, un patronat totalement sectaire, hostile à la liberté de grève, au syndicalisme. Nous nous battons aujourd'hui, depuis des décennies, et même aujourd'hui, pour imposer la reconnaissance du fait syndical dans certaines unités de production. Le bureau syndical se constitue aujourd'hui, il est licencié le lendemain. Ça, il va falloir qu'il y ait une intervention de la loi, de l'État, de légiférer, mais il va falloir faire évoluer les mentalités.
classique, c'est historique dans toutes les sociétés, y compris les plus développées, y compris en France. Il y a eu des périodes où un certain nombre d'archaïsmes empêchaient le développement et la progression vers un idéal supérieur. Je vous prendrai un exemple précis et très important, sinon décisif, et il est décisif, celui de l'éducation. L'éducation, il y a un projet établi qui a été adopté par le gouvernement au mois de février 2000, qui pourrait mettre le pays du niveau d'un Moyen-Âge bâtard, disons du début du 19e siècle, à la fin du 20e siècle. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et on en est encore à piétiner parce qu'il y a des obstacles partout. Dans le ministère de l'Éducation nationale, je ne fais pas d'analogie avec la France. Je dis qu'ici, il nous faudrait certainement remuer le mammouth, hein, et même le casser en morceaux, le mammouth, parce qu'on a un vrai mammouth dans ce ministère. Mais on en est à jour à la présence du mammouth. On a eu des ministres progressistes à la tête du ministère de l'Éducation nationale, mais ils n'ont pas osé effleurer le poil du mammouth. Alors évidemment, on ne bouge pas. مستوى النظر تسمى ماذا؟ خط مستوى النظر مكعب هل هذا مربع؟ لا ولكن في الحقيقة هو مربع هذا يسمى ماذا؟ المتلاشية. Lorsque vous voyez les investissements qui ont été faits au Maroc sur le plan de l'éducation, c'est 35% du budget tous les ans. Et on arrive encore à avoir des analphabètes au Maroc, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Et c'est peut-être là le combat le plus vif à mener. Il y a plusieurs combats. Pour en finir avec l'immobilisme et le sous-développement, la population réclame des changements radicaux, à commencer par le renouvellement des équipes au pouvoir. On a un peuple jeune, on a un roi jeune, et puis on a des dirigeants qui sont là depuis 30 ans, qui ne veulent pas suivre l'évolution, qui sont vieux, on est dirigé par des vieux, ça peut pas durer. Je me dis que bon, il y a un moment où il faut savoir partir et il faut savoir céder la place aux jeunes. Est-ce qu'on peut parler d'une génération Mohamed VI? Je pense que cette formule cherche à traduire le fait que le Maroc est un pays jeune, que les 2/3 de la population ont moins de 30 ans. Et que ce pays a été gouverné pendant des décennies par les leaders qui ont fait l'indépendance. Alors parler de génération Mohamed VI, c'est signifier que cette jeunesse a aujourd'hui accès au pouvoir et qu'il y a de nouvelles équipes. C'est aussi mettre en avant une élite jeune, technocratique, entreprenante, dans le coup, la mettre en avant justement parce que l'ancienne élite semble usée. Mais la question, c'est est-ce que cette jeune élite technocratique a une base sociale? Et est-ce qu'elle est apte à s'autonomiser du pouvoir et se constituer en force? 40 ans de répression ont usé les différentes forces politiques de gauche. Quant à la droite, elle est essentiellement représentée par de petits partis créés par Hassan II. De nouvelles élites devraient pouvoir émerger au risque de voir des forces démagogiques telles que les islamistes se présenter comme la seule alternative. Il y a eu un discours important en octobre dernier devant le Parlement sur la nécessaire rénovation des forces politiques, de façon à ce qu'elles admettent la démocratie interne. Discours qui, dès le lendemain, a été nié par les partis politiques eux-mêmes, en disant « nous n'avons pas de problème », alors que c'est faux. Les partis politiques marocains sont le contraire de la démocratie interne. Bon, et la leçon du roi n'a pas du tout été suivie, pas du tout. Si vous considérez que l'élite politique, ce sont les partis politiques, ben, les partis politiques sont l'émanation de notre société. Et si on se fixe bien, si on se penche bien sur la morphologie de ces partis, on verra que ce sont des partis qui sont composés en majorité de jeunes. Et il subsiste des historiques ou des dinosaures, comme vous voulez, dans ces partis, mais dans la majorité,
les partis sont constitués de jeunes. Le Maroc est une immense école où un apprentissage doit se faire. Et cet apprentissage, vous avez le peuple, la société, nous tous, soit en tant qu'institution ou en tant que simple individu, travailleur, patron, etc. Et il faut qu'il y ait des instituteurs de cette démocratie. Ça, c'est le bien le plus précieux dont le Maroc a besoin aujourd'hui. Ce sont les démocrates, ce sont les politiques, ce sont les intellectuels, ce sont les journalistes, ce sont les médias. Nous devons faire ce travail donc d'instituteurs de la démocratie, sans lequel aucune démocratie n'aurait pu exister. Le roi du Maroc est à la fois chef temporel et chef spirituel. Sa qualité de commandeur des croyants lui confère une essence quasi divine. Il y a un côté sacré, mais réellement sacré, de manière tout à fait spontanée. C'est une légitimité intégrée, intériorisée par les Marocains. Et c'est une espèce de respect d'une institution qui est pour les Marocains effectivement le repère. Le fait que le roi du Maroc soit commandeur des croyants ne vaccine pas le pays contre l'islamisme radical. L'islamisme marocain est cependant loin d'être monolithique. Entre le Parti de la justice et du développement légal et représenté au Parlement et le mouvement justice et bienfaisance du Cheikh Yassine, toléré par le pouvoir, les divisions de la mouvance interdisent d'évaluer le poids réel de l'islam politique au Maroc. Les islamistes n'ont pourtant pas hésité à défier la monarchie. Le Cheikh Yassine a le 14 novembre 1999 adressé à Mohamed VI un mémorandum. Il lui réclame de restituer au peuple la fortune de Hassan II. Il y a des conditions économiques et sociales que l'on constate au Maroc, je dirais encore avec peut-être de plus grandes inégalités sociales qu'en Algérie, et ne l'oublions pas, le fait que ce soit par tête ou globalement, le Maroc gagne moitié moins que l'Algérie. Mohamed VI a largement investi le terrain social, domaine privilégié des organisations islamistes. Le roi s'appuie à cet égard sur les quelques 30 000 associations caritatives déjà bien implantées. Certaines se mobilisent pour couper l'herbe sous le pied des militants islamistes. Najet Mjid est présidente de l'association Beiti qui prend en charge le sort des enfants des rues. Elle contribue à donner corps à la société civile marocaine. Son action bénéficie du soutien du palais. Pour chaque jeune, il y a une problématique bien précise, problématique familiale exclusivement, donc violence, exploitation économique, famille nombreuse, pauvreté, exode rural, l'abandon scolaire bien sûr, et puis beaucoup le travail des enfants, ou les petites bonnes qui fuient la maison où elles sont exploitées, ou les petits garçons qui étaient utilisés comme apprentis, et c'était pas une formation, en réalité c'était vraiment une exploitation. Les islamistes agissent en offrant des prestations de services, de proximité, parce qu'il y a un vide. Et il y a un vide, effectivement, ils sont là pour soutenir la veuve et l'orphelin, ils sont là aussi pour offrir des bourses, scolariser les gens, donc les soins, donc tout ce qui est comme prestation de services de base. Et ça, c'est important. Deuxième point, ils sont aussi là en ayant une approche qui rend le bénéficiaire victime d'un système et non pas acteur. En tant
que société civile, moi je veux faire de ce bénéficiaire un acteur, un citoyen responsable et impliqué dans l'effort pour qu'il y ait une pérennisation du système. Eux fonctionnent plus dans l'assistanat de longue durée, mais de longue haleine, en victimisant le bénéficiaire. Les islamistes ont essentiellement investi le monde de l'éducation et principalement les universités. Pour les circonscrire, Mohamed VI a fait de la mosquée un lieu d'alphabétisation des femmes et des enfants non scolarisés. Reste à savoir si, à l'image de ce qui s'est produit en Algérie, les prédicateurs islamistes n'en profiteront pas pour étendre leur influence. Ça, c'est un statut très difficile au Maroc. Ça, par exemple, tu vois, c'est carrément... Oui, mais ça, c'est la mentalité, c'est pas la loi ni la religion. Les femmes marocaines, même parmi les plus émancipées, ne savent plus ce qu'il en est de leurs droits. Partagées entre les traditions, les conventions sociales et la loi, elles essaient tant bien que mal de se forger une place dans la société. Vous savez quoi, j'ai eu une discussion avec, c'était un barbu à mon avis, il devait être très religieux, il parlait de femmes, donc moi je comprenais un peu ce qu'il disait, donc j'ai intervenu dans la discussion. En fait, il était en train de dire qu'une femme divorcée devrait accepter de se marier avec un homme déjà marié, parce qu'un homme non marié ne voudrait pas d'elle. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Il faut que les lois aussi et en plus, évoluent un petit peu, pour que les hommes ne se sentent plus obligés à... Voilà, et pour que les hommes ne comptent plus sur ces lois pour être de leur côté à eux, tu vois, et d'écraser la femme. Dans cette perspective, seule une réforme en profondeur du code de la famille, notamment du statut personnel de la femme, peut faire doucement évoluer les mentalités. Le plan d'intégration de la femme au développement proposé par le gouvernement prévoit d'agir selon 4 axes. L'enseignement et l'éducation, la santé, la vie économique et sociale, et enfin le statut juridique et la place de la femme dans la vie politique. Amine et sa femme Zineb vivent à Casablanca avec leurs 2 enfants. Pour eux, le principe de la parité est entré dans les faits. Dans la banque d'Amine, où travaille également Zineb, femmes et hommes sont présents à tous les niveaux de la hiérarchie. Le chantier de l'émancipation de la femme est probablement le chantier le plus fondamental à moyen et long terme. Si sur le plan économique, politique ou même social, il y a un certain nombre de réformes qu'on peut conduire rapidement, celui relatif au rôle de la femme au sein de la société marocaine sera le plus long, parce qu'il s'agit d'éducation et qu'il s'agit de génération. Cela étant, c'est le plus fondamental parce qu'il conditionne, au fond, l'aboutissement du processus démocratique. La femme, c'est d'abord une transmission de savoir, et puis c'est aussi un agent économique au sein de la société. Et je pense que c'est dans le domaine juridique et qu'il y a réellement un blocage et que le rôle de la femme n'est pas du tout reconnu comme il devrait l'être. Le 8 mars 2000, les Journées internationales de la femme, tous les démocrates femmes et hommes s'étaient donné rendez-vous à Rabat pour défendre le projet de loi. Mais tout ce qui concerne la réforme du statut personnel de la femme a provoqué de vives réactions dans les milieux conservateurs. Un pas en avant, un pas en arrière. Le même jour, le gouvernement autorisait une contre-manifestation des islamistes à Casablanca. Plus de 100 000 femmes encadrées par un service d'ordre masculin ont fait une démonstration de force réclamant le doigt levé, la stricte application de la charia, la loi coranique, manière d'obliger le pouvoir à composer avec la mouvance islamiste. Le fait de marcher à Casablanca, c'était surtout pour leur dire « Vous nous avez ignorés jusqu'à présent, maintenant il est grand temps qu'on dialogue ».
Nadia Yassine a pris la relève de son père, le Cheikh Yassine, emprisonné par Hassan II et libéré par Mohamed VI. J'ai essayé de calmer les choses et j'avais annoncé devant le Parlement que j'allais constituer une commission consultative qui groupe toutes les sensibilités pour arriver à une étude consensuelle de cette plateforme pour lever tous les malentendus et toutes les équivoques. Tout le monde a accepté cette solution, l'a accueillie avec satisfaction, les conservateurs inclus. Un groupe de oulémas, de docteurs de la foi, ont décidé de se retirer de la commission, alléguant qu'ils ne rentraient pas dans les attributions d'une commission gouvernementale de statuer sur ce problème, que ce problème relevait d'eux et de notre roi. Le commandeur des croyants, autorité suprême en matière religieuse, a mis en place une commission consultative dont certains craignent qu'elle ne signe l'enterrement définitif de la réforme du statut de la femme. Là aussi, le roi a peur de s'engager dans un choix politique clair. Au moins du temps de Hassan II, chuchotent les conservateurs, la population marocaine savait à quoi s'en tenir. La déception est à la hauteur de l'espoir né des premiers discours du jeune roi. En reportant sa décision, Mohamed VI donne à penser qu'il est susceptible de céder à la pression islamiste. Certains craignent que le roi se laisse convaincre par ses forces conservatrices de donner un tour plus autoritaire à son règne. D'autres redoutent que l'hypothèque islamiste ne précipite les classes moyennes dans les bras de l'armée. Si on peut parler de rapport de force entre la monarchie en tant qu'institution et l'armée, etc., est un rapport de force qui est en faveur, là encore, si on peut parler de rapport de force, qui est en faveur de la monarchie actuellement. Je vois mal, pour être plus concret, je vois mal un général faire ce qui a été fait au début des années 70, non pas que ce soit plus difficile sur le plan opérationnel, mais ça serait ingérable par la suite, parce que ce roi-là, c'est un roi qui est populaire, qui est réellement populaire. L'armée se sent malgré tout déstabilisée par l'éventuel règlement du conflit au Sahara occidental où la souveraineté marocaine est contestée par le Front Polisario. Les militaires sont arc-boutés sur une intégrité territoriale chère à une large partie des Marocains. Soucieuse de maintenir les avantages matériels qu'elle tire de sa présence à la frontière, l'armée tient à conserver un Sahara marocain. Les Nations Unies souhaiteraient régler définitivement ce dossier en proposant une troisième voie. La troisième voie, c'est l'autonomie, au sens où Lionel Jospin pense à l'autonomie corse, par exemple, avec une modification de la Constitution française. Et il faudrait une modification de la Constitution marocaine. Le roi lui-même a posé des jalons dans cette voie-là, mais il est tout seul. Il est tout seul sur la scène politique marocaine à le dire. Et il dit quelque chose, et c'est comme si cette scène politique ignorait ce que vient de dire le roi. Dieu sait qu'on se met à plat ventre devant les déclarations du roi, sauf celle-là. Est-ce que l'armée représente aujourd'hui un danger? Et là, on ne peut formuler que des hypothèses. Soit on considère qu'elle est trop divisée pour protéger efficacement le trône, mais aussi pour comploter, soit on peut considérer que c'est une force et que l'esprit de corps peut être réanimé au gré des événements et des enjeux. Au final, la succession de Hassan II est plus difficile qu'il n'y paraît, ce qui ne peut manquer de poser la délicate question de l'évolution future de la monarchie. La vision de Mohamed VI est probablement plus proche de celle d'Hassan II qu'il ne le laisse entendre ou qu'il ne le laisse comprendre par son comportement. En revanche, on a le sentiment déjà depuis plusieurs années, y compris du vivant d'Hassan II, que le prince Moulay Hichem, numéro 2 dans l'ordre de succession, cousin germain du roi, dans divers écrits publiés, y compris au Maroc, dans des conférences qu'il a pu faire
à l'étranger, s'est prononcé en faveur d'une monarchie s'appuyant sur la souveraineté populaire et donc jouant essentiellement un rôle d'arbitrage et un rôle symbolique. Pour Mohamed VI, régner, c'est gouverner. Pérenniser la démocratie consisterait à réformer le système politique de façon graduelle, car le pays serait trop fragile pour subir des changements radicaux. Le roi veut défendre la singularité marocaine, car culture et monarchie fonctionnent de pair. Protéger l'une, c'est protéger l'autre. Selon Moulay Hicham, dont le rôle demeure marginal, les institutions doivent fonctionner et la monarchie doit être le garant de la transition démocratique. Pour le cousin du roi, le culte dont fait l'objet Mohamed VI est lourd de danger. Il faut donc réformer la monarchie dans le contexte d'une délimitation des pouvoirs. À terme, le roi doit régner mais ne pas gouverner. Moulay Hicham, qui s'est souvent singularisé au sein de la famille royale, ne portait pas l'habit traditionnel lors de la cérémonie d'allégeance. Se sachant indésirable, il est donc parti pour une mission de 9 mois au Kosovo. Si le roi choisit de s'en tenir à un rôle de commandeur des croyants arbitres, il sera peut-être dispensé de devoir rendre des comptes aux Marocains. S'il décide de continuer à gouverner, il s'exposera. Il prendra alors le risque de se voir jugé, voire critiqué, sur sa capacité à gérer le pays. Mohamed VI ne jouira pas éternellement de l'état de grâce dont il bénéficie, et ce d'autant plus que s'est développée une liberté d'expression que le Maroc n'avait jamais connue. Régner et gouverner, régner sans gouverner, répondre aux défis islamistes, contenir l'armée, satisfaire les attentes de la société, Mohamed VI se trouve au centre d'un champ de force contradictoire. Les élections législatives prévues pour 2002 seront à cet égard déterminantes. Elles seront peut-être l'occasion d'une décantation. Alors la véritable intronisation de Mohamed VI pourrait être considérée comme définitivement acquise.